montrer que il y a ni développement ni amélioration conditions la vie population côté bail ça y fait. Peut-être ces conditions yo pour nous garder parce que si gain ressources yo quand même gain moun k'ap di faut qu'il y ait nécessité pour exploiter yo pas quoi ou sous Alter Radio l'IFE c'était Simbilo. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Alter Radio. Lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud pour la première fois, la dame à l'aéroport de Johannesburg, chargée de contrôler les visas et les passeports, une dame noire, prend mon passeport, regarde mon visa, me regarde et me dit sans sourciller, tu ne peux pas entrer. Elle m'explique ensuite que le visa qui m'avait été délivré, officiellement, était le même que celui délivré aux Nigérians et aux Indiens. Je ne comprends pas. Puis elle me fait remarquer un monsieur qui semblait clairement être en détresse et me dit, ce monsieur attend depuis près de 5 heures. C'est un Nigérian. Et toi, tu vas attendre comme lui. Finalement, j'ai attendu quelque temps à l'aéroport. À la fin, lorsque la dame me rend mon passeport, elle me dit avec un accent très prononcé et un ton très condescendant, « Everything will frustrate you in South Africa. » Tout va te frustrer en Afrique du Sud. J'étais chanceux parce que le Nigérian que j'ai trouvé sur place n'a pas pu entrer, malgré son visa en bonne et due forme. Je vous raconte tout ceci pour dire que lorsqu'on parle de xénophobie en Afrique du Sud et de rejet du noir, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je l'ai vécu directement et je sais ce que j'ai ressenti ce jour-là. L'Afrique du Sud aujourd'hui est devenue un enfer pour les ressortissants africains. Et je pèse mes mots. Your time is up in our country. You need to go back to your countries. La xénophobie atteint des niveaux records. Si hier, nous pouvions l'ignorer parce qu'il s'agissait d'actes isolés, aujourd'hui, puisqu'il s'agit systématiquement d'une chasse à la sorcière, il est impossible de fermer les yeux sur ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que si les scènes qu'on observe s'étaient produites en Europe ou ailleurs, nous aurions immédiatement parlé de racisme, à raison. Mais ici, ce sont des Noirs qui s'en prennent à d'autres Noirs. Ce sont des Africains qui rejettent d'autres Africains. Et le plus troublant, c'est que cela se passe en Afrique du Sud. Ce pays dont la liberté a été soutenue, portée et défendue par une grande partie du continent africain. Et puisqu'il ne faut pas seulement se contenter de décrire les faits, de parler de l'actualité, nous allons aller en profondeur pour comprendre comment l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays africains où les Noirs ont le plus souffert, se retrouve aujourd'hui à être le bourreau de ces mêmes Africains. Comment, juste quelques décennies après l'apartheid, est-il possible que les Sud-Africains s'en prennent à ceux qui, hier, les ont soutenus pendant les pages les plus sombres de leur histoire? Comment la crise économique joue également un rôle dans cette nouvelle crise de xénophobie? Et comment certains politiciens du pays ont fait de la haine du noir leur fonds de commerce? Et à la fin, nous allons répondre à cette question. Quelle devrait être notre réponse à nous, Africains, à tout ceci? Mais avant, rentrons dans l'histoire de l'Afrique du Sud. I, Nelson Rhodesasa Mandela. Les colons européens arrivent au Cap au XVIIe siècle. Des Hollandais, des Allemands, des Scandinaves, puis plus tard les Britanniques. Ils arrivent sur ces terres avec leurs fusils, leurs bibles et surtout avec une idée qui va empoisonner le pays pendant des siècles. L'idée qu'il existe des peuples destinés à commander et d'autres destinés à servir. Puis vient la découverte des diamants et de l'or. L'Afrique du Sud devient un territoire stratégique. Mais pour exploiter ces mines, il faut une main-d'œuvre abondante, bon marché, contrôlable.
Alors on commence à organiser la dépossession. Les Noirs sont chassés de leurs terres, repoussés dans des réserves et transformés progressivement en travailleurs pauvres au service d'une économie qui ne leur appartient pas. La ségrégation est actée par 5 grandes lois clés. La première grande loi, c'est la Population Registration Act de 1950. Cette loi oblige chaque Sud-Africain à être classé officiellement selon une catégorie raciale, blanc, noir, métis ou indien. L'État vous regarde, vous classe, puis décide de ce que vous pouvez faire ou surtout pas faire. La deuxième loi, c'est le Group Areas Act, également voté en 1950. Cette loi permet à l'État de diviser le territoire en zones raciales. Concrètement, elle décide où les Blancs peuvent vivre, où les Noirs peuvent vivre, où les Indiens peuvent vivre. Des familles entières sont arrachées à leur maison, déplacées, expulsées de quartiers où elles vivaient parfois depuis des générations. La troisième loi, c'est la Bantu Authorities Act de 1951. Elle prépare le système des Bantoustans. Ces territoires supposés être des patries pour les populations noires. En réalité, c'était une stratégie pour dire aux Noirs, vous n'êtes pas vraiment des citoyens sud-africains. Vous appartenez à des territoires séparés. C'était une manière de leur retirer progressivement leur citoyenneté politique dans leur propre pays. La quatrième loi, c'est le Pass Laws Act. Les Noirs devaient porter des documents d'identité, comme des sortes de passeports pour justifier leur présence dans certaines zones du pays. Un Noir pouvait être arrêté simplement parce qu'il n'avait pas le bon papier au bon endroit. Imaginez un peu être des étrangers dans votre propre pays. Devoir prouver à tout moment que vous avez le droit d'être là, sur la terre de vos ancêtres. Enfin, la cinquième loi, c'est le Bantu Education Act de 1953. Cette loi organise une éducation inférieure pour les enfants noirs. L'objectif était clairement de former une main-d'œuvre obéissante, préparée à servir dans le système économique contrôlé par des Blancs. Dans les salles de classe, par exemple, on enseigne aux enfants comment laver des habits plutôt que des mathématiques, la géométrie et autre chose. Now, just show me how to rub this. Show us the wrapping. Et c'est dans ce système que naissent et se développent les townships. Les townships, ce sont des quartiers construits et organisés pour garder les populations noires loin des centres urbains blancs, tout en les gardant suffisamment proches pour qu'elles viennent travailler. Le matin, les Noirs entraient dans la ville pour faire tourner l'économie et le soir, ils retournaient dans leur quartier périphérique. Nous y reviendrons plus tard. Les townships deviennent donc des lieux de pauvreté abjecte, de surveillance policière, de frustration, mais aussi des lieux de résistance. Parce que c'est là que grandit une conscience politique. C'est là que les jeunes voient l'injustice de leurs propres yeux. C'est là que des familles comprennent que l'apartheid n'est pas seulement une loi votée à Pretoria, mais une réalité vécue tous les jours, dans le transport, dans l'école, dans le travail. Et parmi ceux qui vont incarner cette résistance, il y a ce jeune homme, Nelson Mandela. Mandela rejoint l'ANC et devient très vite l'une des figures majeures de sa branche jeunesse. Mais contrairement à ce qui est souvent présenté, Mandela n'était pas la figure ou bien la seule figure principale de l'opposition en Afrique du Sud. Certes, il bénéficiait d'un certain charisme et d'une certaine popularité. Mais il faut dire qu'il y avait d'autres militants tels que Steve Biko qui lui s'était forgé pour mission l'éveil psychologique. Son combat à lui était de dire aux Sud-Africains noirs qu'au-delà de la ségrégation raciale, des injustices et de l'inégalité, le plus grand dommage que l'apartheid avait provoqué chez les Noirs était psychologique. Le fait de les pousser à se voir et à se considérer comme étant inférieurs aux Blancs et de créer des divisions entre eux. Son but à lui était de libérer l'esprit noir. C'est d'ailleurs l'un des pères fondateurs du mouvement de la conscience noire. Puis il y avait également Winnie Mandela. Pendant que Mandela était en prison, c'est Winnie qui portait le combat. Exposé, combattu, harcelé, diabolisé, mais toujours debout. Pour beaucoup de Sud-Africains, elle était the mother of the nation, la mère de la nation. Nous n'avons pas tout le temps, mais on peut également parler de Desmond Tutu, de Miriam Makeba, Maman Africa, qui a porté la lutte à travers sa voix, sa musique, mais aussi devant les institutions internationales. Miriam Makeba. L'Afrique du Sud était donc en état d'ébullition. La colère est à son paroxysme et cette colère atteint un point de rupture le 16 juin 1976 avec le massacre de Soweto. Des élèves noirs descendent dans la rue pour protester contre l'obligation d'apprendre l'afrikaans, la langue de l'oppresseur. Ce sont des enfants, des adolescents, des élèves, mais le régime répond avec des balles.
Officiellement, le bilan reconnu atteint plusieurs centaines de morts selon certaines sources. Et l'image du jeune Hector Peterson, tué par la police, devient l'un des symboles les plus puissants de la brutalité de l'apartheid. Et entre-temps, la lutte s'était radicalisée. Mandela et les autres avaient créé Umkhonto wa Sizwe, la branche armée de l'ANC, un peu plus violente. Ils seront donc arrêtés, jugés, condamnés à la prison à vie. Et Mandela passera 27 années derrière les barreaux avec plusieurs autres compagnons de lutte. Officiellement, l'apartheid est tombé en 1994, après une forte pression interne provoquée par des mouvements insurrectionnels noirs, mais aussi une pression externe venue de la communauté internationale. L'apartheid est tombé, oui, mais les réflexes qu'il a créés n'ont pas disparu, tant chez les Blancs que chez les Noirs. La démocratie a donné le vote, elle a rendu la dignité juridique, elle a permis à Nelson Mandela de devenir président. Mais elle n'a pas immédiatement effacé les inégalités, elle n'a pas vidé les townships, elle n'a pas redistribué toutes les terres, elle n'a pas donné du travail à tout le monde, elle n'a pas réparé en une génération plusieurs siècles d'humiliation. Une partie de la population noire sud-africaine s'est retrouvée libre politiquement, mais toujours prisonnière économiquement. Et c'est ici que nous revenons à l'Afrique du Sud actuelle. 30 ans après l'apartheid, l'Afrique du Sud est-elle vraiment sortie du système ou a-t-elle simplement changé de façade ? 3 décennies après que l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud, alors que le pays est devenu en 2025 la première puissance économique du continent, que Cape Town est considéré comme l'une des plus belles capitales, l'une des plus belles villes au monde, et que le président est un noir, l'on pourrait s'attendre à ce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent soit derrière nous. Et là, il convient de s'arrêter, parce que lorsqu'on parle de la richesse de l'Afrique du Sud, il y a une réalité très importante à prendre en considération. En 2022, des rapports faisaient état du fait que seuls 28% des business du pays étaient détenus par des Noirs. En 2026, donc aujourd'hui, ce chiffre serait à seulement 20%. Et il faut également dire que les Noirs représentent 82% de la population. Autrement dit, les Noirs, qui sont 12 fois plus nombreux que les Blancs, sont 50 fois moins riches que ces derniers. 50 fois. Des politiques telles que le Black Economic Empowerment pour donner plus de pouvoir économique aux Noirs ont été mises en place pour corriger cette réalité. Mais malheureusement, on ne rend pas un peuple riche simplement en lui donnant de l'argent ou en le plaçant au bon endroit, au bon moment. Si le peuple n'a pas changé d'état d'esprit et si le système reste le même, les résultats resteront les mêmes. Et en Afrique du Sud, le résultat, c'est la pauvreté économique et mentale de la population. Mais la réalité sud-africaine aujourd'hui est tout sauf égalitaire. Et cette réalité vient à vous à peine vous sortez de l'aéroport de Cape Town. Les maisons ici, si on peut les appeler ainsi, sont faites à base de tôle et de planches. Et je vous mettrai au défi d'essayer d'entrer ici. Il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment pas de route. Et j'ai essayé de demander aux gens ici pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de route pour entrer. On dit que c'est fait à dessein. C'est-à-dire que ceux qui vivent ici le font sciemment. Construisent les maisons très proches les unes des autres pour empêcher que la police puisse entrer là-dedans. C'est un lieu de promiscuité, c'est un lieu de prostitution, c'est un lieu de criminalité. Et lorsque vous regardez tout au long de cet endroit, le gouvernement a l'intention de construire un mur pour pouvoir enfermer, enclaver tout ce township. Parce que lorsque vous venez de l'aéroport de Cape Town et que vous êtes en train d'aller dans la ville, ça c'est la première des choses que vous voyez. Moi, lorsque je venais à Cape Town, c'est la première des choses que j'ai vues. C'est la première impression que vous avez de Cape Town. Du coup, le gouvernement veut investir 1,5 milliard de rands ici pour construire un mur géant pour les enfermer. Les rapports officiels indiquent que 50% de toute la population adulte de l'Afrique du Sud vit dans ces townships, dont à peu près 35 millions d'individus. Vous comprenez pourquoi nous avons dû faire ce détour dans l'histoire du pays. On a fait tous ces sauts dans l'histoire parce que même si on a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud s'inscrit dans un moment figé dans le temps, on doit surtout comprendre qu'il s'agit de la continuité de l'histoire du pays, qui a toujours été une histoire d'opposition et de violence, soit entre Noirs sud-africains et les Blancs, soit entre Sud-Africains eux-mêmes, soit entre les Sud-Africains et les autres. South Africa as a country, from the wars of Shaka, where Shaka colonized other, there's always been violence in our history. But the narrative that has been told now, it as if at some point it was safe and it was hunky-dory. It was not. Et cette lutte a toujours porté sur la précarité des ressources disponibles pour les Noirs sud-africains. En son temps, l'archevêque Desmond Tutu attirait déjà l'attention sur la manière dont certains Noirs traitaient leurs frères noirs en Afrique du Sud à cause des divergences de points de vue
et la précarité des ressources. If these people can still do things like this, maybe they are not yet ready for freedom. And I ask you, we have a cause that is just. We have a cause that is going to prevail. For goodness sake, let us not spoil it by the kind of method that we use. And if we do this again, I must tell you that I am going to find it difficult to be able to speak up for our liberation. I will find it difficult. It is already difficult in this country to talk the truth. Alter Radio. Et là, je fais une parenthèse pour dire que l'Afrique du Sud a deux tribus principales, disons les plus influentes. On a les Zoulous, qui historiquement sont des guerriers, puis les Xhosa. Des figures historiques tempérées telles que Nelson Mandela, Miriam Makeba, Oliver Tambo, Desmond Tutu étaient toutes des Xhosa. Leurs méthodes étaient, et le sont encore jusqu'aujourd'hui, très différentes des méthodes des Zoulous qui, comme on l'a dit, sont plus guerriers et revendiquent vraiment cet héritage guerrier violent-là. Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que les Zoulous sont directement responsables de ce qui se passe. Dans les rangs des fouteurs de troubles, on retrouve des Sud-Africains de toutes les tribus. Et là, on ferme la parenthèse, on en ouvre une autre pour dire que, historiquement, en Afrique du Sud, certains groupes d'intérêt se sont souvent servis de la colère des Zoulous, y compris contre les partisans de l'ANC. They have been killed by the other blacks. And even if they kill each other, you know, there's something behind it. A white man is behind them. So that the next white person must think that, the stupid blacks, I don't know what they are doing. They kill each other. The spaces that are violent today, they were made violent during apartheid government. If you go to Mlazi in Durban, if you go to Crossroad, Nyanga, Sightsee, Philippi, Samora, if you go to Gauteng, to go to Bobatong, you go to Tembisa, all of this area that I'm mentioning had hostels in them. Apartheid government would dump guns in those spaces during apartheid time. If you go to those spaces today, there's high level of violence. Parenthèse close. Nous sommes donc dans un pays qui n'a connu que la lutte et l'extrême violence. Un pays où les Noirs ont connu des vagues successives de personnes venant de l'extérieur qui, tour à tour, ont prouvé que les locaux avaient eu tort de les accueillir à bras ouverts. Dans un pays où les Noirs, après avoir lutté pour leur indépendance, se retrouvent dans des sortes de camps de concentration, dans un état de précarité où il faut se battre chaque jour en permanence pour le peu de ressources disponibles. Mais cela ne répond toujours pas directement à la question centrale. Qu'est-ce qui alimente la montée de la xénophobie et justifie l'extrême violence qu'on observe aujourd'hui en Afrique du Sud? People are there and the number of unemployment is much higher than it was then. En 10 ans, l'Afrique du Sud a ajouté de près de 8 millions d'habitants et près de 6 millions de personnes en âge de travailler. Mais l'économie, quant à elle, n'a pu créer qu'un peu plus d'1 million d'emplois directs. Le résultat immédiat, c'est près de 8 millions de chômeurs officiels, un chômage élargi autour de 42% et une jeunesse dont plus de 4 actifs sur 10 sont sans emploi. Mais pourquoi autant de chômage dans un pays aussi riche, me demanderez-vous? Je vous répondrai, l'apartheid. L'apartheid qui a laissé une majorité noire concentrée dans des townships éloignés des centres économiques, avec un accès limité aux bonnes écoles, au réseau d'emploi, au capital et à la propriété. These statistics have a direct effect on us going into the market, going forward, you know. It takes away the motivation. Il y a également le fait d'une économie qui n'a pas suffisamment créé d'emplois industriels. And the people in power are focusing on GDP growth other than employment. Le pays a perdu du terrain dans la manufacture, dans les mines et certains emplois informels, pendant que les nouveaux emplois se concentrent davantage dans la finance, les services et les secteurs qui demandent souvent plus de qualifications. Lorsque nous étions à Cape Town, nous avons vu plusieurs écoles où la seule enseignante était une femme qui, après avoir pris sa retraite, a décidé de rentrer, créer une école informelle dans le township, faute de quoi plusieurs enfants n'iraient pas à l'école. My name is Nosipo Chabane. I'm an ex-nurse and an ex-teacher. And after teaching for some time, I decided I wanted to make a change in the black children's lives from the roots at the preschool. So whatever, because I used to teach in a white school, so what I saw there, what was missing in my own education.
So I thought I must come and start this in 2005 so that I can start with these children from the beginning up. Nous avons donc jusqu'ici une combinaison de deux facteurs. Le passif historique des Noirs sud-africains qui, pour certains, ont un héritage guerrier qui les pousse à vouloir tout résoudre par la violence et pour d'autres, les rend tout simplement allergiques à la présence de l'autre. Puis le chômage endémique qui aujourd'hui pèse le plus sur les épaules des Noirs sud-africains qui sont le moins exposés aux véritables opportunités d'emploi. Mais une autre question se pose. Pourquoi est-ce que le gouvernement et les autres partis politiques sud-africains n'interviennent pas de manière plus forte pour faire cesser tout ce chaos ? Des personnes ont perdu la vie. Le Ghana a dû rappeler ses ressortissants dans ce pays. Pareil pour le Nigeria. Les expériences sont atroces. Pourquoi le gouvernement et toute la classe politique d'Afrique du Sud ne font-ils pas de ce problème une priorité ? Je vous réponds dans le mille. Ce n'est pas rentable d'éradiquer ce problème. Aussi simplement que ça. Un défaut fondamental de la démocratie telle que nous l'avons hérité après les indépendances, c'est que le but des leaders ou de ceux qui aspirent au leadership, ce n'est pas toujours de diriger le pays avec équité et justice, de résoudre les problèmes. C'est d'obtenir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. La conséquence immédiate de ce modèle de gouvernance, c'est que tout ce qui ne sert pas directement cet intérêt-là est inutile. En Afrique du Sud, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Cela signifie que pour vous, le président démocratiquement élu ou le candidat visant le poste de président, cette masse populaire ne représente pas votre focus, puisqu'elle ne pèse que le poids d'une plume sur votre avenir politique. Pourquoi donc dépenser de l'énergie et des ressources à lutter pour défendre ses droits ? Alors que ces mêmes ressources peuvent être utilisées pour avancer dans votre quête vers le pouvoir ou votre maintien au pouvoir. C'est aussi simple que ça. On ne s'occupe pas des problèmes à faible rentabilité. Ignorer un problème, c'est une chose. Le vice intervient lorsque la situation des étrangers en Afrique du Sud est instrumentalisée à des fins politiques. Lorsqu'un pays a des problèmes tels qu'un fort taux de chômage, les dirigeants peuvent soit essayer de résoudre le problème dans le fond, cela implique des réformes, parfois qui ne vont pas plaire au peuple, opérer des changements drastiques, soit opter pour la solution la plus facile, celle que plusieurs ont adoptée même en Occident. Blâmer l'étranger ou attiser la colère du peuple et la rediriger vers un bouc émissaire. Ça coûte moins cher, ça vous rend populaire parce que vous donnez l'impression d'être avec le peuple et pendant que le peuple s'attaque à la mauvaise cible, vous continuez à poursuivre vos ambitions politiques. We've got many problems here. Problem legitimately raised. Huge levels of unemployment. That's correct. High levels of crime. That's correct. But the finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due. They are not due to undocumented Africans. They are not. We know the history in detail of how South Africa, 1994 to 2000, 2008, 2009, the country goes up like this. Growth rates reach 6%. From 2009 goes the opposite direction. It wasn't caused by the undocumented immigrants. The people who caused that, if you look at it, that decline, they are laughing in a corner there. Because we're pointing not at them, but we're pointing somewhere else. À l'approche des élections de 2024, plusieurs travaux ont montré que l'immigration était devenue un thème central de campagne, notamment pour des formations politiques telles que Action SA, la Patriotic Alliance et même Opération Doudoula, ce mouvement de rue anti-immigrants devenu parti politique par la suite. Le mécanisme est presque toujours le même. On part d'un vrai problème, le chômage massif, la criminalité, des hôpitaux débordés, des logements insuffisants, puis on désigne une cible simple, les étrangers illégaux. Donc s'il faut résumer, voici les causes de la xénophobie en Afrique du Sud aujourd'hui. Le passif historique, la crise économique et sociale et la récupération politique de la souffrance des Sud-Africains. Maintenant que nous savons ça, répondons à une dernière question. Comment devons-nous, nous les autres Africains qui subissons cette violence, réagir à tout ceci? Quelle est la meilleure réaction? Je pense que nous autres Africains ne pouvons pas rester silencieux face à tout ceci. Mais je pense aussi que la solution n'est pas de créer un nouveau stéréotype qui serait de dire les Sud-Africains sont des xénophobes. Évitons-les. Si vous avez suivi cette chronique attentivement, vous comprendrez qu'à plusieurs égards, les causes de ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui sont très profondes et qu'il y a aussi une machine derrière qui a intérêt à ce que ça se passe ainsi. Allons-nous réagir avec la même sauvagerie, la même barbarie?
Je pense que des présidents, des leaders tels que le président du Mozambique et du Ghana nous montrent la voie à suivre. Une voie diplomatique, mais ferme. Il n'est pas question de prendre les armes contre les Sud-Africains, il n'est pas question de les chasser, mais il est question de leur rappeler que s'ils sont libres aujourd'hui, c'est aussi grâce aux efforts du reste des frères africains du continent qu'ils rejettent aujourd'hui. Myriam Makeba, par exemple, après que son passeport lui ait été retiré et qu'elle n'avait plus nulle part où aller, fut accueillie en Guinée par Sékou Touré, où elle passa 26 années d'exil. Et c'est depuis la Guinée qu'elle menait le combat pour la libération de son peuple. Des pays tels que la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, le Mozambique, le Botswana, la Guinée de Sékou Touré, l'Égypte, la Libye de Kadhafi, le Gabon d'Omar Bongo, le Ghana de Nkrumah et bien d'autres ont soutenu d'une manière ou d'une autre la lutte contre l'apartheid. Certains ont accueilli des militants de l'ANC. Certains ont offert des passeports, des bourses, des bases arrières, des formations, des financements, une protection diplomatique. Et il faut bien mesurer ce que cela voulait dire. Soutenir l'ANC à cette époque, ce n'était pas seulement faire de beaux discours panafricains tels que ceux qu'on entend aujourd'hui. C'était prendre un risque. C'était s'opposer à un régime sud-africain puissant, militairement organisé, soutenu économiquement par des intérêts occidentaux, par les États-Unis par exemple. Le Mozambique, l'Angola, le Botswana et d'autres pays voisins ont payé directement le prix de cette solidarité. C'est pourquoi la xénophobie actuelle en Afrique du Sud est historiquement incongrue. Parce que beaucoup de ceux qu'on chasse aujourd'hui viennent de pays dont les gouvernements, les peuples, les territoires ont contribué hier à la liberté sud-africaine. Et il est capital que cela soit rappelé. Et si la voie diplomatique traîne, on peut aussi recourir à des sanctions financières. Certains pays ont menacé le géant sud-africain MTN de gel des avoirs en réponse à ce qui se passe dans le pays. Le problème de l'Afrique du Sud est celui d'un pays qui a tourné une page de son histoire sans avoir pleinement pris le temps de panser les plaies. Et comme toute plaie maltraitée, ça s'infecte et ça peut conduire à toutes sortes de complications. La xénophobie en est une. L'Afrique du Sud a peut-être un problème d'immigration, mais elle a surtout un problème de mémoire, de justice sociale et de leadership politique. Et tant qu'on continuera de transformer la souffrance des pauvres en haine contre d'autres pauvres, les vrais responsables continueront de gouverner tranquillement pendant que les victimes s'entredéchirent. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'à la fin. Je vais terminer en vous invitant à télécharger notre application Afromédia sur iOS et Android pour bénéficier chaque jour de nos contenus non censurés. Je suis Livingston Amang pour Afromédia qui vous présente le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. Alter Radio. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio.